Donc, je disais que le CILPC est une structure très connue en France, installée à Limoges, en Nouvelle-Aquitaine, qui rayonne sur toute la France, qui propose des solutions sécurisées pour les données de santé, du stockage, ils vont nous en reparler bien sûr, et des logiciels. Alors, concernant les données de santé, on sait que c'est un enjeu majeur en termes évidemment d'abord de patrimoine pour la France, mais aussi pour les patients en termes d'utilisation, de mise à disposition et d'usage, et après évidemment de carburant pour nous, les entreprises, parce que ça rentre évidemment dans nos activités en première note. Alors, aujourd'hui, la session que l'on va animer va tourner autour des données de santé dans le cadre de la Maison de ma santé 2022. On va se promener dans la Maison de ma santé 2022 en partant avec le CILPC des fondations de la maison dans laquelle on va retrouver toute la partie stockage, infrastructure, sécurité. Et donc, Patrice et Alexis vont nous repréciser comment ça fonctionne et quelles sont les contraintes qui tournent autour de ces problématiques-là. Et ensuite, après, quand Stéphanie Combe arrivera, ben, on ira se promener dans le toit avec la partie HDH, qui est un acteur majeur de la donnée de santé en France et en Europe, en ce qui concerne les échanges, les projets collaboratifs, le partage et la valorisation. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Donc là, ben, si vous en êtes d'accord, je cède la parole au CILPC, à Patrice et Alexis qui vont nous parler, se promener dans les fondations. Merci à tous. Et excusez-moi pour cette interruption de programme. Le temps de... Et nous, voilà. On embraye le partage d'écran. C'est parfait, ça bon marche. Merci beaucoup. Allez. Tu veux que je commence ? Ok, donc bonjour à tous. Donc merci d'être présents aujourd'hui pour nous écouter. Donc, vous nous entendez, oui ? Oui. Moi, oui. Okay. Je vous entends. Oui, très bien. Donc, on est deux donc, pour représenter le CILPC aujourd'hui. Donc, je vais vous dire quelques mots sur qui est le CILPC. Qui est le CILPC. Et puis ensuite, donc on se passera la main avec mon collègue pour justement essayer de vous donner une illustration justement de ce qu'est la donnée de santé, de comment on la détient et ensuite comment on peut l'exploiter. Donc, je laisse mon collègue peut-être se présenter. Oui, Patrice Boisseuil, dont je m'occupe plutôt de la partie infrastructure au sein du CILPC. Et on est en train de constituer, je dirais, dans le cadre de notre organisation, des activités très orientées sur la partie sécurité et cyber, sur lequel on pourra en toucher un petit mot tout à l'heure dans l'évolution des slides. Donc, moi, je suis Alexis Yaden et donc moi, je suis plutôt sur une couche service et effectivement sur la liaison entre justement ce que proposent les différentes solutions qui peuvent amener de la plus-value sur l'usage autour de l'information de santé. Et bien évidemment, pour que mon monde existe, il faut que celui de mon collègue existe également. Et donc, c'est cette liaison qu'on va essayer d'illustrer aujourd'hui. Donc, en quelques mots et sans prendre trop de temps, on sera bien évidemment à votre disposition si vous souhaitez échanger de façon plus directe sur qui on est et ce qu'on peut faire. Mais le CILPC, on a un statut un peu particulier puisqu'on est un GIP, un groupement d'intérêt public. On est une émanation finalement de ce qu'étaient les services informatiques des hôpitaux et historiquement, des structures comme les nôtres, il y en avait dans toutes les régions. Et progressivement, en fait, le schéma s'est resserré parce qu'aujourd'hui, on est plus une entreprise publique qu'une institution d'État, même si on est soumis aux tutelles de l'État. Aujourd'hui, le CILPC est un organisme public, mais qui vit et qui meurt par ses projets. Donc, on n'a pas de subvention et si aujourd'hui on travaille, on continue de grandir, si on ne travaille plus, on finira par disparaître. Donc aujourd'hui, on fait partie des 5-6 GIP qui continuent à exister et notre statut particulier, c'est qu'on a un ADN qui est principalement celui d'un intégrateur et donc c'est-à-dire qu'on va chercher des savoir-faire, des applications, des innovations et qu'on va mener les projets pour le compte de nos clients. Alors nos clients, ce sont principalement des établissements de santé publics, mais pas que. C'est principalement, puisqu'on vient de là. Et aujourd'hui, on a 306 établissements adhérents, puisque comme nous sommes GIP, nos clients font partie de notre conseil d'administration, donc ce qui fait qu'on a un statut particulier et une obligation finalement de donner satisfaction dans ce qu'on fait
parce qu'on peut être puni et par nos clients et par nos adhérents, donc de l'intérieur et de l'extérieur. On préfère être récompensé d'ailleurs. Donc ensuite, dans l'organisation du style PC, on a 9 pôles métiers, on traite toutes les thématiques, j'y reviens juste après, qui sont autour des systèmes d'information et des services métiers. On est 170 collaborateurs experts, donc on a des experts qui sont des informaticiens, d'autres qui sont des spécialistes métiers et même certains qui sont uniquement issus du métier. Typiquement, on a des infirmières ou pharmaciennes dans nos rangs, parce que pour comprendre les usages, il faut aussi se mettre au niveau du métier et ramener effectivement l'utilisateur au centre de la démarche. Donc, depuis quelques années, on s'est ouvert à d'autres types de structures, les collectivités territoriales et les organismes d'État. Et on est dans une phase importante de transformation de l'entreprise. Pour vous donner une idée, il y a 10 ans, le style PC, c'était 60 agents et à peu près 60 adhérents. Aujourd'hui, 170 collaborateurs, 20 recrutements en cours et 306 adhérents. Donc, on est dans une perspective de croissance à différents niveaux et on est ouvert à beaucoup de possibilités sur le futur. Voilà, on peut switcher, si tu veux. Juste un petit mot sur ce qui est en bas à droite au niveau de la diapo, c'est-à-dire que de par les projets que nous menons, c'est-à-dire que le style PC travaille au niveau d'un écosystème pour les établissements, pour nos adhérents, ce qui nous amène à porter pas mal de certifications, d'homologations. On y reviendra tout à l'heure sur la partie MS Santé. On est certifié hébergeur de données de santé, on est ISO 9001 et on est aussi certifié tiers de télétransmission pour les flux financiers à destination de la DGFiP. Et également, ouais, parce que c'est vrai que j'allais oublier aussi, on est également agréé par le ministère de la Culture sur la conservation de l'archive électronique à valeur. Et donc, globalement, en fait, il faut bien comprendre qu'on est dans un débat permanent, et c'est le sujet de cette intervention, entre la valeur de l'information, son importance, sa criticité, mais également les usages qui vont derrière. Alors, en quelques mots, là, pareil, je ne vais pas m'étendre trop, on peut répondre à finalement pas mal de problématiques en matière de SI. On fait du conseil, de l'audit de la formation, aussi bien sur de la MOA que de la MOE, de l'audit pur, des compétences en RGPD. On a toute une offre cloud, forcément, puisqu'on est certifié HDS et on va en parler après. Bien évidemment, un de nos enjeux, c'est l'hébergement de données de santé, c'est l'infogérance, c'est l'exploitation d'applications autour de ces thématiques, etc., etc. On a pas mal, c'est la partie plutôt à droite, de savoir-faire sur le déploiement d'applications métiers, donc plutôt dans l'écosystème santé, gestion administrative du patient, la gestion RH. On est également producteur de la paye pour un certain nombre d'entités. Et puis, on travaille toute une offre autour de l'innovation et des services numériques. Et donc là, on est vraiment dans une optique que je vous décris juste après. Aujourd'hui, par contre, ça c'est un point important, notre ADN d'intégrateur fait qu'on a beaucoup de partenaires, on a une trentaine de partenaires. Aujourd'hui, à la fin 2021, on sera plus vraisemblablement à 40 et on a une offre qui est en constante évolution. Sur l'offre, justement, alors vraiment, c'est pour vous donner un aperçu, mais on est dans une logique un petit peu organique de notre offre, c'est-à-dire qu'au départ, les systèmes d'information, c'était aussi de déployer une application et puis on était un peu dans le mode boîte, on installe, on forme et on utilise. Aujourd'hui, c'est plus ça, un système d'information, c'est plus ça un cas d'usage. Aujourd'hui, c'est un maillage d'applications qui doivent se coordonner entre elles. C'est également un maillage de savoir-faire et donc d'être capable de s'adapter aux besoins des utilisateurs. Et très souvent, pour répondre à un besoin, il faudra être capable de s'appuyer sur un socle, de s'appuyer sur des fondamentaux d'hébergement, de sécurité ou autres, de s'appuyer également sur des savoir-faire historiques. Par exemple, un dossier patient, ça reste un dossier patient avec tout un tas de paramètres à prendre en compte. Mais demain, faire de l'IA sur un dossier patient, faire de la télémédecine sur un dossier patient, faire etc., etc., ben, tout ça, ça va nécessiter de combiner des savoir-faire et de les intégrer entre eux. C'est un petit peu notre vision. Et dans tout ça, on s'inscrit bien dans ce schéma d'innovation, ce schéma technologique ambitieux et dans une certaine agilité et de projet, mais aussi surtout de philosophie, au-delà du terme un peu à la mode. L'agilité, c'est la capacité à s'adapter et c'est vraiment ça qu'on souhaite mettre en avant. Alors, ce qu'on a voulu, là, comme on parle de beaucoup de données de santé dans la présentation d'aujourd'hui, on a voulu revenir sur la définition de qu'est-ce qu'une donnée de santé. Alors bon, la source, vous verrez tout au long du diaporama, on va vous aiguiller sur où trouver les informations avec un certain nombre de liens. Donc là, ici, premier lien, eh bien, on s'est appuyé sur la source CNIL qui redéfinit bien ce qu'est une donnée de santé. Donc, c'est une donnée à caractère personnel concernant la santé, sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d'une personne physique.
qui relève des informations sur l'état de santé de cette personne. Donc, vous voyez, c'est très large, c'est très vaste. Donc, si vous êtes amené à manipuler quand même des données qui sont liées à, je dirais, l'état de santé physique ou mental, forcément, tout ce qu'on va dire derrière rentre dans ce cadre-là au niveau de la sécurité des données. J'ai apporté un petit complément ici que vous retrouverez aussi un petit peu plus bas dans la partie CNIL, c'est-à-dire que la loi ne s'applique pas au traitement qui comporterait des données de santé à usage exclusif de la personne. C'est-à-dire, j'ai un petit objet connecté qui va prendre ma tension, qui suit mon poids, sur lequel je vais enregistrer mon poids, effectuer un certain nombre de choses. Je garde ces données-là, par exemple, sur mon PC personnel. Ce n'est pas considéré comme étant de la donnée de santé avec tout le cadre réglementaire que l'on va évoquer tout à l'heure. Alors, comme l'a dit Jean-Louis tout à l'heure en introduction, on va se promener dans la maison qui a été établie de la feuille de route Ma Santé 2022, alors qui en réalité, c'est le cap en matière du numérique à horizon 2024. Pareil, là, vous allez retrouver des informations par rapport à cette maison. Hein, je vous ai mis le lien, c'est sur gnews-isanté.gouv.fr, sur lequel il y a le détail sur la totalité des briques de cette maison. Dans tout ce qu'on va évoquer, on va traiter des notions de référentiel, des notions de réglementation. À chaque fois que ces volets-là évoluent, eh bien, on va retrouver dans la partie concertation du numérique santé, dont je vous ai mis le lien dessous, à la fois les nouveaux textes qui sont en préparation, mais aussi des lieux d'échange et de partage concernant l'interprétation de ces textes. Donc, c'est tout de même assez intéressant. Ça nous est arrivé, nous, de participer, notamment sur le référentiel d'imputabilité ou autre, au travers ce site de partage. Il me semble entendre quelqu'un, non? Ok. Juste pour compléter ce que dit Patrice, donc effectivement, on va être sur les fondamentaux de la maison, mais vous l'avez bien vu au départ, on ne peut pas considérer même les fondamentaux si on ne considère pas ce qui va se passer plus haut. Donc évidemment, on va avoir une intervention extrêmement intéressante concernant le Health Data Hub, et on ne peut pas ne pas considérer l'espace numérique de santé qui va amener beaucoup d'usages sur le patient. Mais nous également, on se doit en tant qu'acteur de santé de réfléchir un peu, être la tête dans les nuages, si on peut dire, puisque finalement, tout ça n'a de sens que si on va chercher également les services et les usages à délivrer aux différents acteurs de ce monde-là. Par contre, on ne peut pas atteindre ces couches-là si on ne passe pas par les fondations. Donc maintenant, on va se promener dans la maison, on va regarder un petit peu comment sont traitées la sécurité des données de santé par rapport à chacune des briques. Donc, première brique que l'on va traiter, c'est la partie MS Santé. Donc, aujourd'hui, il existe un système national de messagerie sécurisée de façon à permettre aux professionnels de santé à échanger entre eux. Donc, c'est un espace qui est dit de confiance. C'est-à-dire que pour entrer dans cet espace de confiance, il faut avoir une homologation. Il faut être opérateur de messagerie sécurisée de santé. Pour être opérateur, il faut s'engager sur le respect d'un certain nombre de référentiels. Donc là, pareil, je vous ai mis le lien qui sont liés à ces référentiels. Ces référentiels embarquent tout un tas de contraintes techniques, c'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes qui sont reconnus entre eux par une autorisation, en fait, d'autorisation de certificats d'authentification par des certificats qui sont liés aux serveurs de messagerie et qui vont établir des conduits chiffrés sur Internet. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a connu dans le passé, ce n'est plus les messages que l'on va chiffrer, c'est les conduits entre les divers opérateurs de cet espace de confiance. Là, pareil, on s'appuie sur un annuaire national, c'est-à-dire toute personne qui va disposer d'une boîte mail dans cet espace-là va se retrouver publiée dans un référentiel national et qui va être mise à disposition de l'ensemble des personnes qui désirent échanger. Par rapport à ça, donc, on met en œuvre toute une mécanique de certificats qui sont attribués par ce qu'on appelle l'IGC Santé, qui est piloté par l'ANS, et qui va nous permettre d'effectuer ces conduits chiffrés entre ces divers serveurs de messagerie. Donc, le volet messagerie de santé, c'est beaucoup simplifié par rapport à ce qu'on a connu dans les années passées, où on effectuait un chiffrement S-MIME, pour les puristes du terme, de chacun des mails, c'est-à-dire on pouvait utiliser sa boîte publique et juste chiffrer les messages. Là, par contre, on est dans un contexte où la boîte aux lettres doit être dans un espace HDS ou dans mon propre espace, si je suis établissement de santé. Et là, par contre, je chiffre les conduits entre les divers serveurs de messagerie.
On va attaquer maintenant, tout à l'heure, on a vu la notion d'échange de données au travers de la messagerie. Là, maintenant, on est plutôt dans la notion du partage. La notion du partage, donc, elle est amenée par ce qu'on appelle le DMP, le dossier médical partagé, qui est donc le service de partage qui est établi au niveau national. C'est quoi? C'est ni plus ni moins le carnet de santé numérique. Il est accessible aussi par le patient. On peut, n'importe qui, toute structure habilitée peut donc venir créer et enregistrer des informations au niveau du DMP, publier des informations au niveau du DMP. Alors par contre, d'un point de vue technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour interagir avec le DMP, je suis obligé d'utiliser des solutions qui répondent à une homologation. Et là, par contre, ce sont les développements d'un certain nombre d'éditeurs qui vont effectuer cette démarche d'homologation auprès de ce qu'on appelle le CNDA, le Centre national de dépôt et d'agrément. Pareil, je vous ai mis la petite URL derrière. À partir de ce moment-là, on va être DMP compatible pour un certain nombre de profils. C'est-à-dire on va pouvoir créer le DMP, on va pouvoir venir l'alimenter, on va pouvoir venir le consulter. Donc, toute cette conformité de DMP compatibilité donc, est basée sur tout un tas de référentiels et sur le cadre d'interopérabilité des données de santé. Elles sont bien sûr basées sur ce qu'on appelle l'INS, c'est-à-dire l'identifiant national de santé, qui était à certains moments calculé et qui maintenant, c'est le NIR qui est en cours de déploiement. Et pareil, on utilise toute une mécanique de certificat de façon à effectuer l'authentification des composants lorsqu'on veut aller se connecter au niveau du DMP pour un des profils que j'évoquais tout à l'heure, la création, la consultation, l'alimentation. Et derrière, on va venir effectuer la signature aussi des documents qui peuvent être publiés. Donc, plusieurs types de certificats, des certificats d'authentification, des certificats de signature. Tout ça est basé sur la PKI de l'IGC Santé, qui est la même que celle que j'évoquais tout à l'heure dans le cas de la messagerie, et avec tout un tas de mécaniques de chiffrement. Et tout ça cadré par un certain nombre de textes qui sont liés au niveau de la DMP compatibilité. Et pour entrer avec des solutions DMP compatibles, une démarche d'homologation auprès du CNDA. Si je suis, par contre, développeur, que je veux échanger avec le DMP, mais par contre, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans toute cette problématique de DMP compatibilité, il y a la possibilité de s'adosser sur ce qu'on appelle des EAI qui, eux, ont passé la DMP compatibilité. Et dans ce cas-là, si vous êtes start-up, si vous avez des composants qui veulent échanger avec le DMP, vous pouvez d'abord, au travers ces EAI qui, eux, vont porter toute cette partie d'homologation, effectuer votre flux d'échange de données. Ça peut être une alternative si on ne veut pas rentrer dans toute cette démarche d'homologation auprès du CNDA. Alors maintenant, on va rentrer, pareil, on parle d'interopérabilité. Eh bien, l'interopérabilité est cadrée aussi dans la maison. Elle est cadrée par rapport au centre de gestion des terminologies de santé, ce qu'on appelle le CGTS. Alors, le CGTS, derrière, il va amener des outils, il va amener d'ailleurs un serveur de multi-terminologie, le SMT, qui va lui amener toutes les notions de syntaxe et de sémantique que l'on va devoir traiter au niveau des messages. Une autre partie, au-delà de la partie syntaxe et sémantique, qui cadre bien les échanges de données, eh bien, il y a une autre partie qui est la couche transport. Et c'est au travers de la couche transport que l'on va régler toute la problématique qui est liée à la sécurisation des données. C'est là où on va effectuer le chiffrement des flux, c'est au travers de divers types de conduits, quand on est sur des web services ou autres, au travers de conduits TLS. Et puis, dans certains cas de figure, on peut aller jusqu'au chiffrement de la donnée en tant que telle. Attention, donc tous ces référentiels-là, je vous l'ai mis en bas, hein, c'est le petit article de loi qui fait référence, hein, c'est-à-dire que le référentiel d'interopérabilité, hein, il est imposé par la loi, c'est-à-dire que je ne peux pas faire n'importe quoi en termes d'échange de données. Tout ça, c'est bien calé, ça fait partie du texte de loi, et ensuite, derrière, on met en œuvre par rapport au cas d'interopérabilité nationale. Tout ceci évolue, c'est-à-dire qu'il y a l'association Interop Santé qui travaille beaucoup sur la normalisation au niveau de ces échanges. Donc, il y a un partenariat entre l'ANS, qui est l'Agence numérique de santé, et cette association-là. Et notamment, il y a des outils qui sont mis à disposition, ce qu'on appelle, dans le cas d'Interop Santé, pour les membres de l'association, c'est l'outil Gazelle, qui est ni plus ni moins un composant, hein, hébergé sur les plateformes d'Interop Santé et qui permet de tester des flux d'échange de façon à bien cadrer au niveau de ces développements, que l'on soit conforme au cadre d'Interop. Ensuite, on va traiter un autre volet de la sécurité, et pas des moindres, qui est toute la partie authentification.
Alors là, beaucoup d'évolutions ces 2 dernières années, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, donc au travers de services portés par l'ANS, ont mis en place des fournisseurs d'identité. Alors, le gros plus de ces fournisseurs d'identité, c'est qu'ils sont conformes aux standards OpenID Connect. Ensuite, ils vont assurer l'authentification de l'utilisateur tout en restant conformes à tout le volet réglementaire. Et un plus, c'est-à-dire on a vu arriver au travers ces fournisseurs d'identité des outils d'authentification qui sont compatibles avec la mobilité. Ce qu'on a connu dans le passé, avant cette grosse évolution ces 2 dernières années, c'est-à-dire on avait le droit de s'authentifier par une carte à puce qu'on appelle la carte CPS ou la carte à puce qu'on a appelée la carte CPS. En situation de mobilité, ce n'était pas tellement facile. Là maintenant, avec l'arrivée de la technologie OpenID Connect au travers les référentiels nationaux et le fournisseur d'identité qui est l'ANS aujourd'hui pour les professionnels de santé, ça a ouvert complètement les services qu'on pouvait porter pour les professionnels de santé. Donc, dans le cas des professionnels de santé, c'est ProSanté Connect, c'est la ICPS, qu'on appelle la ICPS. C'est basé sur des données régaliennes et des données sectorielles. Donc, c'est des données qui sont opposables en tant que telles. C'est-à-dire à partir du moment où je sais que telle personne, dans les données, je vais savoir que c'est un médecin ou un pharmacien ou une infirmière. Et à partir de là, je peux décliner les droits. Mais ces données sont opposables. C'est bien un fournisseur d'identité nationale qui va me les fournir. Une grosse évolution sur ces référentiels, parce qu'ils ne couvrent pas aujourd'hui le monde médico-social, eh bien, c'est l'évolution du référentiel RPPS vers ce qu'on appelle le RPPS+, qui va permettre donc d'élargir complètement au-delà des professions à ordre ces parties référentielles de base pour fournir les identités. On va avoir arrivé un certain nombre de professions telles qu'une secrétaire médicale qu'on n'avait pas du tout avant en termes d'identification, en termes métiers. Et on va aussi voir arriver les personnes du médico-social au sein du RPPS+. De notre côté, maintenant, on va regarder le côté… Alors, j'ai employé le terme personne parce qu'entre patient, résident, enfin bon, on ne va pas s'y perdre. On va parler du citoyen, de la personne. Eh bien, pareil, on voit arriver aujourd'hui ce qu'on appelle l'APCV au travers France Connect, qui est la carte vitale dématérialisée qui va permettre un certain nombre de choses, des opérations de signature et des opérations d'authentification, pareil, qui va être basée donc sur des référentiels de l'assurance maladie. L'APCV n'est pas encore… Alors, ça va utiliser la même technologie sur la base d'OpenID Connect. Par contre, il y a des phases d'expérimentation, des régions d'expérimentation sur le volet APCV, pas encore sur la partie authentification, mais en tout cas sur la partie signature. Allez, on continue à se promener dans la maison. La fameuse politique générale de sécurité. Alors, pareil, je vous ai mis le petit lien. Eh bien, elle, qu'est-ce qu'elle va amener? Elle va amener un cadre commun pour sécuriser les données de santé. On va retrouver tous les principes fondateurs, un certain nombre de référentiels, c'est-à-dire les référentiels d'identification. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec le fournisseur d'identité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille pour l'authentification ou l'identification des acteurs du sanitaire et du médico-social, eh bien, on a obligation d'utiliser l'identifiant national, les données qui sont les fameuses données régaliennes que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des référentiels concernant les autorités de certification. Je ne peux pas utiliser n'importe quel type de certificat. Je ne vais pas me mettre de mon côté avec quelques lignes OpenSSL, générer ma propre PKI. Non, on est bien dans le cas d'autorités de certification, notamment autour de l'IGC Santé, qui est pilotée par l'Agence du numérique de santé. Notamment certains référentiels auxquels on a participé sur la partie imputabilité des documents, qui est déclinée en plusieurs volets, parce que l'imputabilité, ça va assez loin concernant la partie documentaire, avec notamment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de signature de documents numériques ou ce type de choses-là. Par contre, c'est quand on rematérialise le document, quelle force on peut lui donner, toute la valeur probante des documents. Ce qu'il ne faut pas négliger, puisqu'il faut bien comprendre qu'on est sur des documents à valeur et également des documents à risque et des informations à risque. Et donc, la notion que ça soit autour de l'accès ou autour de l'utilisation de ces informations, on peut le faire de manière beaucoup plus fantaisiste. Le risque, c'est de prendre un risque. Et après, il faut considérer ce risque. Donc, parfois, le risque, il est extrêmement important. Si, par exemple, ces données sortent alors qu'elles ne doivent pas sortir, etc., etc. Mais également, ça peut être si ces données, à un moment donné, dont on a besoin de les ressortir et qu'elles n'ont plus de valeur,
là, clairement, on se retrouve face à une non-information. On n'a plus cette information de manière officielle. Donc, il faut bien comprendre l'enjeu derrière tous ces mécanismes-là. Au-delà des référentiels, ce qu'on va retrouver dans la PGSSI Santé aussi, c'est un certain nombre de guides de bonnes pratiques derrière, qui sont notamment sur les dispositifs connectés d'un système d'information de santé, sur les interventions à distance. On va retrouver un petit peu au travers ces guides ce qu'on connaît dans les guides de l'ANSSI sur la mise en œuvre d'un certain nombre de solutions. Il y a aussi un guide de gestion des habilitations aussi qui est disponible. Pareil, la PGSSI Santé, opposable dans la loi au niveau de l'article 1110-4-1 du Code de la santé publique. Alors, CSP, hein, excusez-moi, j'utilisais un acronyme. Dans mon support, vous verrez CSP, hein, je parle du Code de la santé publique. Un dernier volet, et pas des moindres, la partie HDS, le volet hébergement de données de santé. Alors, au niveau du CPC, nous, on était avant agréé, hébergeur de données de santé, c'est-à-dire que l'agrément et la certification, ça fait déjà depuis de nombreuses années, les premiers textes 2008, mis en application, je crois, 2009. Nous, on a été agréé HDS en 2013 et en 2018, donc changement de volet, hein, c'est-à-dire que c'est devenu une certification. Alors, qui, dans ce cadre-là, est touché par la partie hébergeur de données de santé? C'est toute personne. Là, c'est pareil, hein, je ne me suis pas embêté. Hein, c'est dans le Code de la santé publique, il y a un article de loi qui le précise très bien. C'est toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production et de recueil des données. Donc, vous voyez que là aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que si on se projette au niveau des établissements hospitaliers, notamment dans le cas des GHT, une tête de pont GHT, normalement, elle devrait être hébergeur de données de santé. À partir du moment où je m'adosse à un tiers pour aller dans le cloud, stocker les données, je dois m'assurer que ce tiers qui va héberger les données, ces données-là dans le cloud doit être hébergeur de données de santé. Alors, ce que j'ai repris ici par rapport aux divers textes, parce que là, c'est aussi cadré, on le retrouve toujours dans le Code de la santé publique, je vous ai mis les deux petits articles là, donc, qui redécrivent l'activité d'hébergeur de données de santé. Donc, on va retrouver, c'est pour le compte de personnes physiques ou morales, c'est-à-dire que là, vous avez le détail qui reprend un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est le deuxième article, qui redécrit bien les activités au niveau d'un hébergeur. Et là, dans ce cas-là, on va retrouver, je l'évoquerai tout à l'heure, notamment dans la liste des hébergeurs qui sont certifiés, ou voire même nous, dans ce que l'on a fait au niveau de nos contrats, c'est bien découpé. C'est découpé déjà dans le texte de loi, dans l'article que je cite là, sur 6 activités. Donc, ça va de la mise à disposition, maintien en condition opérationnelle de l'environnement physique. On est aussi sur la mise à disposition, je dirais, des serveurs et autres. Et après, on fait en montant jusqu'à la partie infogérance. Et là, par contre, lorsque l'on recherche un hébergeur, on le recherche par rapport à un besoin, par rapport à un projet que l'on porte, mais forcément, ça va rentrer sur une, deux ou plusieurs de ces catégories-là. Et là, c'est là où il faudra bien faire attention à voir quels sont les hébergeurs qui couvrent ces catégories et derrière, quel type de contrat va nous proposer cet hébergeur. Mais j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure dans le découpage. Alors, l'hébergement de données de santé, être certifié HDS, je ne vais pas revenir sur la procédure d'agrément, même s'il y a encore des hébergeurs qui sont agréés, qui sont en cours de démarche de certification, parce que l'agrément avait une durée de 3 ans. La nouvelle procédure a été mise en place en 2018. Par contre, il y en a qui ont renouvelé leur dossier d'agrément qui était en cours tout à fait en fin 2018. L'ANS avait quand même pas mal de dossiers à traiter. Donc, on va encore retrouver des hébergeurs agréés, je dirais, sur l'année 2021 et une partie peut-être encore des agréments début de 2022. Mais aujourd'hui, je vais plutôt me focaliser sur la nouvelle procédure, qui est la procédure de certification. Donc, cette procédure de certification, c'est quoi? Eh bien, c'est par rapport à un référentiel bien particulier, HDS. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce référentiel? On va retrouver la norme ISO 27001. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous êtes hébergeur, que vous êtes déjà certifié 27001,
forcément, vous n'avez plus qu'à traiter les deux autres aspects, c'est-à-dire les exigences qui sont liées à la V1000 et des exigences spécifiques. C'est-à-dire que vous n'avez pas à repasser la totalité au niveau de votre certification par rapport au référentiel HDS. Alors, comment ça se passe pour ceux qui ne sont pas très, je dirais, habitués à ces démarches de certification? C'est un organisme qui est accrédité, qui est COFRAC. Et dans ce cas-là, eh bien, il y a plusieurs étapes. Premier volet, il y a un audit documentaire par l'organisme. Vous allez lui transmettre un certain nombre de documents. Lui, il va effectuer cet audit de documents. S'il estime que vous êtes mature par rapport aux documents que vous lui avez transmis, il va engager une action d'audit sur votre site et à l'issue de cet audit, donc, il va pouvoir vous délivrer un certificat de conformité. Ce certificat a une durée de validité de 3 ans, sachant que tous les ans, il y a un audit de suivi qui est effectué par l'auditeur. Je vous ai reporté aussi ici, si vous avez des projets ou autres, donc la liste des hébergeurs qui sont certifiés. Et quand vous allez regarder sur cette liste, vous allez retrouver donc les petits chiffres à côté de chaque structure certifiée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui fait écho à ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais j'irai les préciser un petit peu plus loin aussi dans le support. Et on a aussi la liste donc, des hébergeurs qui sont agréés, l'ancienne procédure, c'est-à-dire que ce sont encore des organismes qui sont tout à fait habilités à héberger des données de santé. Ils ont, suivant l'ancienne procédure, jusqu'à, je dirais, une partie de l'année prochaine. Alors, on est fair play, on met la liste, mais clairement, vous avez le meilleur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces exigences de certification? Il y a un pilotage qui est effectué par le système de management de la sécurité de l'information, ce qu'on appelle dans le SMSI. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le SMSI? C'est toute la partie gouvernance, gestion documentaire, la gestion des processus, la gestion des risques et la politique de sécurité. Ensuite, on va le décliner dans la démarche. On a un certain nombre derrière d'exigences. Ces exigences, on va retrouver l'ensemble des exigences de la 27001. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés, je vous ai listé les thèmes au niveau de l'exigence. On va retrouver tout de même des choses qui sont liées à la cryptographie, parce que vous avez vu dans les échanges précédents que beaucoup de choses étaient liées à la mise en œuvre de la crypto, l'usage des certificats, entre autres, de l'IGC Santé. On va retrouver la notion de gestion de la sécurité des ressources humaines. On va retrouver les relations avec les divers fournisseurs, la sécurité dans les coms. Enfin, je ne vais pas reprendre l'ensemble des points, mais pour ceux qui sont familiarisés avec la 27001, c'est vraiment tout le socle de la 27001. Quelques exigences ensuite de la 20000, notamment la planification de nouveaux services, conception, implémentation des services, des nouveaux services et services modifiés. Là, on est vraiment dans tout ce qui est le capacity planning et la continuité de service et de gestion de disponibilité. Là, on est plutôt sur la partie continuité des services rendus avec les niveaux d'SLA et autres. Alors, après, derrière, la partie orange, c'est des choses qui émanent plus de la 27018 sur le droit des personnes, les communications, traçabilité, transparence, responsabilité. Donc, on va retrouver l'ensemble de ces exigences-là. Je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil au référentiel HDS. Je vous ai mis le lien sur la diapo précédente, parce que même en tant que citoyen, si on ne manipule pas trop de données de santé, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui peut être fait avec nos données. Et après, un dernier volet qui correspond à des exigences complémentaires sur les rôles et responsabilités, la conformité au référentiel opposable de la PGSSI Santé et les rapports d'audit. Alors là, j'ai listé l'ensemble des exigences. Par contre, en fonction du niveau, c'est-à-dire tout à l'heure, on évoquait le 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fonction du niveau, l'hébergeur, lui, il va effectuer, au travers de ce qu'on appelle une déclaration d'applicabilité, il va dire, OK, tel volet, je le fais, ça, je ne le prends pas en compte. Enfin, il y a toute cette approche-là. Et on va retrouver dans les contrats la répartition des responsabilités. Donc, on a les exigences qui permettent de passer la certification. Les exigences et la démarche de certification, ce n'est pas un niveau de sécurité, mais des bonnes pratiques de gestion de sécurité. Et ensuite, on va retrouver dans la partie contrat le découpage. Alors, pour les puristes, attention, parce que c'est un support quand on échange avec nos adhérents ou avec un certain nombre de partenaires, c'est un découpage tel que nous, on l'a au travers de nos contrats. Donc, ne focalisez pas par rapport à des choses plus standardisées. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les fameuses couches 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on a essayé de matérialiser à droite. Donc, la partie
Prestation d'hébergement d'infrastructures, donc c'est la partie bleu foncé où on va retrouver donc la partie data center, réseau, les composants physiques, les serveurs, jusqu'aux couches de virtualisation. Et donc, nous, dans les relations qu'on a avec nos partenaires, c'est depuis des mois, la partie data center, c'est le volet 1, hein, c'est le métier en conditions opérationnelles des locaux. On va retrouver sur la partie 2 toute la partie des composants physiques, les serveurs, les baies de stockage et ce type de choses. Et ensuite, derrière, on a sur la partie, le volet 3, le maintien en conditions opérationnelles de la plateforme d'hébergement, c'est-à-dire tout ce qui est système de virtualisation. Et après, derrière, on commence à monter dans la partie infogérance, hein, sur les volets 4, 5, 6. C'est le maintien en conditions opérationnelles de l'infrastructure virtuelle. Donc là, on a la partie déjà OS et ce type de composants. Et après, derrière, on a, nous, dans nos environnements applicatifs, le volet middleware, les environnements d'exécution, les données et applicatifs. Alors, en fonction de nos adhérents, là, je vous ai mis quelques exemples de types de modèles de contrat, c'est-à-dire que, grosso modo, allez, ce n'est pas de l'IAS, du PaaS ou du SaaS, mais on n'en est pas loin dans ce que nous demandent nos adhérents et dans cette approche-là. Donc, à droite, par exemple, sur la partie qu'on pourrait un peu qualifier d'IAS, c'est-à-dire que nous, on va s'arrêter jusqu'aux couches de virtualisation. Et donc, c'est au travers de nos contrats, et c'est ça qui est important, hein, c'est via les rôles et responsabilités, c'est-à-dire que notre contrat qui est lié à ce volet-là effectue la répartition des responsabilités et le rôle de chacun au travers l'ensemble de ces couches. Donc, c'est relativement important quand vous définissez la recherche d'un hébergeur, déjà de bien caler vos besoins, de bien voir ce que vous allez vouloir entreprendre comme démarche. Si vous voulez agir sur les couches d'infogérance, vous regarderez notamment dans la liste des certifiés que j'évoquais tout à l'heure, vous allez retrouver un certain nombre d'acteurs qui ne sont que certifiés sur les couches 5, 6 ou 4, 5, 6, c'est-à-dire qu'ils réalisent, eux, des actions d'infogérance par rapport à l'hébergement. Et on va retrouver notamment certains éditeurs qui ont passé la certification sur le niveau 5, 6, parce qu'ils veulent amener, ou 4, 5, 6, parce qu'ils veulent amener des offres SaaS. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rechercher ensuite un tiers ou un prestataire qui va leur permettre d'amener toute la partie 1, 2, 3 concernant la partie infrastructure physique. Donc, c'est bien au travers les contrats où vous allez retrouver ce découpage en termes de rôle et responsabilité. Alors, dans tout ça, donc là, on a vraiment vu tout ce qui est fondamental et ce qui donne corps au reste. Maintenant, il faut bien remettre tout ça dans un contexte pratico-pratique de quoi j'ai besoin, dans quel contexte et pour quel cas d'usage. Donc là, sur la partie gauche de l'écran, vous avez une représentation simplifiée et synthétique d'une partie de l'offre du style PC au travers des partenariats ou autres. Vous pouvez voir que sur la partie rose, en fait, on a tout un tas de bulles. Alors, peu importe, le but n'est pas de lire le contenu des bulles, mais l'idée, c'est de bien comprendre qu'un système d'information, aujourd'hui, pour délivrer un service dans un cas d'usage à valeur, il faut être capable de mailler les services entre eux. Aujourd'hui, c'est vraiment notre quotidien. Donc, clairement, on travaille avec des opérateurs qui sont des opérateurs historiques sur le système de santé qui fournissent des services autour du socle historique. Tout à l'heure, j'évoquais par exemple le cas d'un dossier patient. Un dossier patient, il commence toujours, aujourd'hui encore, par une admission. Il continue avec un dossier qui sera capable de traiter des problématiques propres à son dossier médical, des mesures de constante, du suivi, de l'émission de comptes rendus médicaux, etc., etc. Et puis, quand on va un peu plus loin, on va se dire, mais finalement, OK, mais pour les usages de demain, comment je vais pouvoir ramener, par exemple, une interprétation particulière de ces données ou une visualisation particulière de ces données ou bien des calculs de probabilité autour de ces données. Et là, on va tomber sur les problématiques de big data, d'IA, de IoT, etc., etc. Sur ces domaines-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sociétés qui émergent et qui vont innover, qui vont aller fabriquer des nouveaux services, des nouveaux usages et qui sont souvent extrêmement ingénieux et très porteurs. Et à ce titre, d'ailleurs, on a nous-mêmes participé à plusieurs salons d'innovation, dont le CES, pour justement aller chercher, aller voir ces usages et ces particularités innovantes qui manquent au système actuel. Donc, quand on voit ces acteurs-là, alors j'en ai pris un pour l'exemple que j'ai ciblé dans la partie à droite de l'écran, j'ai ciblé le chatbot Bot Design.
Et donc, si on décrit un cas concret, on se retrouve dans un parcours de suivi dans lequel on va avoir certes le dossier d'une personne qui est suivie pour une problématique médicale et qui va avoir besoin d'échanges entre plusieurs professionnels, voire avec le patient, pour alimenter son dossier de suivi. Imaginons un patient qui a été suivi en hospitalisation, qui a une contrainte autour de la nutrition particulière et qui doit régulièrement envoyer de l'information ou questionner certains professionnels, pourquoi pas autour d'un réseau ou d'un parcours de soins, pour justement lui dire voilà où j'en suis, là je ne m'y retrouve plus, je ne suis pas bien, etc., etc. Il est clair que cette innovation, alors là pour le coup on a pris Bot Design, c'est bien Bot Design qui porte l'innovation du chatbot, qui lui va être en mesure de traiter toutes les problématiques propres à cette innovation. Concrètement, comment on crée un écran dans lequel plusieurs personnes vont pouvoir discuter avec une interprétation de ce qui va être dit, de manière à flécher ce qui va être dit dans un parcours et qui va permettre à un instant T de faire remonter une donnée dans une base de données, à un autre moment d'alerter un professionnel qui devra répondre physiquement, etc., etc. Ben, cet échange-là, très concrètement, il a besoin de cette cascade d'applications. Cette cascade d'applications, elle nécessite obligatoirement de s'appuyer sur les fondamentaux qui ont été décrits par mon collègue. Typiquement, le fait de dire à ce chatbot « je ne me sens pas bien », c'est donc un échange dans un contexte de données de santé qui nécessite que le dossier patient, que l'élément qui va conduire jusqu'au chatbot, que le chatbot en lui-même soit hébergé dans un écosystème qui est capable de recevoir ces données-là. Donc, un hébergeur certifié ou agréé HDS, un hébergeur qui va être en capacité de mettre en place les mécanismes d'authentification qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc, typiquement, pour parler avec ce chatbot, il faut peut-être que le patient puisse se connecter facilement, mais il faut qu'on soit certain, d'un autre côté, que ce patient, c'est bien, par exemple, monsieur Alexis Gaden. Voilà. Il faut qu'on soit dans une traçabilité de ces opérations dès l'authentification, sur l'hébergement des applications et sur le routage de l'information qui est transmise. Malgré tout, on reste dans un schéma dans lequel l'objectif est du médecin, par exemple, et du patient, c'est de pouvoir échanger. Et donc là, ils ont besoin d'outils innovants capables de transmettre de l'information entre différents systèmes plus ou moins complexes, plus ou moins sécurisés. Mais quoi qu'il arrive, la chaîne globale doit rester sur ses fondamentaux. On prend d'autres applications. J'ai évoqué l'IoT tout à l'heure. Alors, je n'ai pas mis d'exemple ici. Vous avez un dispositif connecté qui émet de la data, qui doit la fournir à un professionnel, qui doit la fournir à un système ou autre. Il faut prendre en considération tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. De la même manière, puisqu'on va avoir, et on va essayer d'opérer une transition légère vers l'intervention suivante, de la même manière, la collecte de ces données et la mise à disposition de ces données à des organismes tiers, et donc pourquoi pas le Health Data Hub, ça doit s'appuyer sur les fondamentaux de sécurité qu'on vient d'évoquer, sur les fondamentaux d'hébergement qu'on vient d'évoquer, mais également sur la capacité à mener l'intégralité de la chaîne de bout en bout. Et c'est là où, effectivement, on estime, nous, SILPC, avoir une mission, 1, dans la recherche de solutions innovantes, intégrables, 2, d'avoir la capacité à les intégrer, et 3, de pouvoir les déployer pour répondre aux cas d'usage. Voilà. Voilà, j'espère qu'on a répondu à la commande, hein, parce que parler de la sécurité des données de santé, c'est très vague, surtout en 35-40 minutes. Donc, on a essayé de le balayer par rapport au travers à la fois la notion d'échange, de partage, de stockage, de mise à disposition, enfin, de traiter, de survoler un petit peu l'ensemble des divers chapitres et de vous orienter vers les bons référentiels ou les bonnes démarches. On est à votre disposition si à un moment ou à un autre vous souhaitez échanger sur l'ensemble de ces aspects. Même si vous êtes dans une entreprise qui a des besoins de ce type-là ou qui innove, n'hésitez pas non plus à revenir vers nous. Hein. On est évidemment à la recherche de solutions innovantes et de pratiques innovantes et voilà, on est ouvert. Merci pour cette intervention. Donc, avant de donner la parole à Stéphanie Combe qui vient d'arriver, que je vais présenter tout de suite après. Bonjour Stéphanie, et merci d'être là déjà. Mais je reprends la parole tout de suite après. Est-ce qu'on aurait 2 questions peut-être, et on pourra reposer des questions à la fin, mais est-ce qu'il y aurait 2 questions? Moi, une qui me vient, c'est parce qu'elle est aussi dans le chat. Est-ce que le SILPC est certifié sur les activités HDS de 1 à 6? Pour moi, oui, mais je laisse
aux intervenants précédents le soin d'apporter cette précision qui est importante. Donc oui, le site PC est certifié sur les activités en A6. D'ailleurs, si vous allez sur la liste que j'évoquais tout à l'heure, hein, vous allez retrouver l'ensemble des niveaux de certification sur la partie HDS. Alors, on est certifié, c'est-à-dire d'où notre agrément est arrivé à expiration au mois de février de cette année. On a dû passer la certification en décembre 2020. Je salue aussi M. Philippe Meyer, qui est le directeur général du CILPC, qui est avec nous ici. Si vous en êtes d'accord, on va peut-être garder les questions pour la fin. Est-ce que ça vous convient? Dans ce cas-là, quelques mots introductifs pour remercier Stéphanie Combe, qui est la directrice, comme chacun le sait, du Health Data Hub. Donc, on continue cette séance en se promenant dans la maison. Et là, on arrive au toit de la maison avec le Health Data Hub, qui est un acteur majeur des données de santé français, mais européen, en termes d'échanges, de projets collaboratifs. Stéphanie va nous en reparler, de partage, de valorisation. Alors, quand on regarde en 2 mots le site du Health Data Hub, on voit 4 grandes missions dont Stéphanie nous reparlera. Mettre en valeur le patrimoine des données, parce que je l'ai dit en introduction, les données de santé, c'est vraiment un patrimoine français. La deuxième mission, faciliter l'usage de ces données. La troisième, protéger les données des citoyens. Et la quatrième, innover avec l'ensemble des acteurs. Et c'est aussi pour cela qu'on est là aujourd'hui. Stéphanie Combe, mais ça je tiens à le dire, le fait avec l'ensemble de son équipe, avec professionnalisme, avec rigueur, avec devoir même, et surtout avec sympathie. Et ça, je peux en témoigner. Alors aujourd'hui, on le voit tous les jours, le Health Data Hub occupe beaucoup de place dans la presse, dans les réseaux sociaux, autour de sujets légitimes tels que la sécurité, tels que les autorisations, je dis bien qui sont tout à fait légitimes et qui sont parfaitement maîtrisés par le Health Data Hub, dont je voulais aussi préciser que la vice-présidence du Health Data Hub est assurée par France Asso Santé, donc, dont on le sait tous, qui est la fédération des patients et qui est une garantie justement de cette bientraitance, si je puis dire, des données de santé. Stéphanie, merci beaucoup parce que je sais que tu as un emploi du temps très compliqué de nous accorder ce moment et je te cède la main pour nous parler du Health Data Hub, de ses missions et de quelles collaborations on peut mettre en œuvre avec les entreprises. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité pour vous présenter ce projet. Je peux partager mon écran, Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hop, je vais me mettre en grand écran normalement pour que ce soit un peu lisible. Voilà, normalement, vous devriez pouvoir voir mon écran. Et je pourrais tout à fait partager les slides après parce que vous verrez, certains sont un peu chargés, mais dans l'idée d'avoir un nombre important d'informations et qui soient autoportants. Et donc, je vais passer sur certains un peu rapidement, mais vous pourrez les consulter après s'ils sont partagés par le biais du séminaire. Donc, effectivement, je peux revenir sur un petit peu d'historique. J'imagine que pas mal d'entre vous ont suivi la mise en place de cette structure qui fait partie du plan national du président de la République en intelligence artificielle. Donc, elle a trouvé ses racines dans les travaux de Cédric Villani, que vous connaissez sans doute, sur l'intelligence artificielle, qui commence à dater un tout petit peu maintenant, puisque ça date du printemps 2018. Où il avait fait la promotion des plateformes de partage de données dans différents secteurs prioritaires, dont celui de la santé. Et suite à la remise de ses travaux au président de la République, lui-même avait annoncé la création d'un hub de données de santé. Et la ministre de la Santé à l'époque, Agnès Buzyn, avait commandé une mission de préfiguration pour concevoir un petit peu les contours de ce que ce serait un hub de données de santé en France. C'est une mission qui s'est tenue à l'été 2018. Moi, à l'époque, je travaillais au ministère de la Santé. J'ai été rapporteur de cette mission. On a auditionné plus d'une centaine d'acteurs de l'écosystème de la donnée de santé pour essayer de comprendre ce qui était possible aujourd'hui de faire avec des données de santé et quelles pouvaient être leurs attentes en matière d'accès et de réutilisation de données de santé. C'est une mission qui a été présidée par 3 pilotes experts du domaine de la santé. Donc, on a notamment Dominique Polton, qui était la présidente de l'Institut national des données de santé, qui est l'ancêtre, entre guillemets, du hub, mais j'y reviendrai.
Marc Cudia, qui est expert en informatique médicale et qui joue un rôle très important dans le Grand Ouest pour fédérer des établissements de santé dans une logique de partage de données également. Et Gilles Weinrieb, qui est le cofondateur de la startup Hawkin, puisqu'il y a toute cette dimension privée et innovation autour de l'IA, notamment avec un écosystème de startup très dynamique, qu'on souhaitait intégrer dès le démarrage dans la réflexion. Donc, il y avait un groupe de travail qui était beaucoup plus large que ça, mais ces 3 pilotes permettaient de couvrir déjà une bonne complémentarité d'expertise. On a proposé ce que pouvait être le Health Data Hub et on a proposé une feuille de route qu'on a soumise à la ministre en octobre de cette année-là, 2018. La ministre a demandé à l'adresse, donc la direction du ministère dans laquelle je travaillais à l'époque, de mettre en œuvre cette feuille de route. Et pendant toute l'année 2019, du coup, on a préfiguré la mise en place du Health Data Hub au niveau du ministère de la Santé, avec 3 actions principales. Un premier appel à projet qu'on a souhaité faire dès le départ, même avant la création du Hub, pour identifier des cas d'usage concrets, précis, et travailler avec les équipes pour concevoir des services qui ne soient pas déconnectés de la réalité du terrain. On a aussi initié les travaux sur la plateforme technologique dès le début du projet. C'est des travaux qui sont très ambitieux, comme vous pouvez effectivement l'imaginer, avec les enjeux de cybersécurité notamment. Et la plateforme a pu être mise en production au printemps 2020 pendant le premier confinement. Au bout d'1 an de développement, ce qui est quand même assez court pour un projet numérique de cette envergure. Et 3e action majeure de l'année 2019, c'est tout le chantier logistique, puisque le Health Data Hub, avec sa mission de mise à disposition des données de santé, est évidemment un acteur très stratégique au regard de la sensibilité des données. Donc, ces missions sont cadrées par la loi, il est créé par la loi, sa gouvernance est instituée par la loi. Ensuite, donc c'est un groupement d'intérêt public, j'y reviendrai. On a signé les statuts en décembre, donc quelques mois seulement après la promulgation de la loi Organisation et transformation du système de santé en juillet 2019. Et on m'a proposé de prendre la direction de cette institution, ce que j'ai accepté au regard de l'intérêt que je porte à ce sujet, dont je pense qu'il peut avoir potentiellement un impact de transformation très important. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an que la structure est en place, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on envisage de faire dans le futur. Donc, je vous explique pas la feuille de route du numérique, puisque c'est tout l'objet de la visiter, cette maison du webinaire. Donc, nous, effectivement, on est une des 3 plateformes numériques nationales et l'idée de le représenter sous forme de maison, c'est de montrer l'articulation entre ces plateformes, avec des plateformes qui sont plus orientées services, comme l'ENS et le bouquet de services, et une plateforme qui est plus orientée R&D, pour simplifier, qui est le Health Data Hub. Donc, vous pouvez imaginer qu'au niveau du Health Data Hub, pourraient être développés des logiciels, en tout cas testés sur les données, l'entraînement d'algorithmes, pour développer des usages qui peut-être dans quelques années seront disponibles dans le bouquet de services ou dans l'espace numérique de santé. Et à l'inverse, on pourrait aussi plus tard connecter des données, des applications qui seront disponibles dans ces services pour faire de la recherche médicale dans le hub. Donc évidemment, en termes de partage des données, il y a beaucoup d'autres sources qui sont envisagées pour la recherche, mais j'y reviendrai juste après. Donc, le Health Data Hub, c'est avant tout une structure à ne pas confondre avec la base de données elle-même. Au début du projet, les articles entraînaient un peu de confusion autour de ça. Le Health Data Hub était parfois présenté comme une immense base de données de santé, mais non, le Health Data Hub, c'est une structure avec des équipes et des missions, comme ça a pu être dit juste avant. Donc, c'est un groupement d'intérêt public, si jamais vous connaissez ce type de statut. On réunit 56 parties prenantes. Donc, c'est quand même un grand nombre d'acteurs, mais c'est lié à la diversité de l'écosystème de la donnée de santé. Et l'idée, c'est vraiment de représenter à peu près tout le monde pour s'assurer qu'on répond bien aux besoins de l'écosystème. Mais pour assurer quand même une gouvernance qui tienne la route, on a quand même réuni les acteurs en collège. Et on a un représentant de chaque collège dans le conseil d'administration pour qu'il ne soit pas trop large, sauf l'État qui a 2 représentants qui sont le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche, sans surprise. Donc, les collèges, vous les voyez représentés sur ce slide. On a l'assurance maladie qui est un acteur clé du dispositif et je reviendrai là-dessus par la suite pour vous expliquer pourquoi. On a aussi les organismes d'assurance maladie complémentaire, les organismes de la recherche,
les établissements de santé qui vont aussi être des partenaires clés dans les prochaines années au regard des données cliniques qu'on pourrait chercher à partager dans le hub, des représentants de professionnels de santé, bien sûr les représentants des usagers et comme le disait Jean-Louis, donc Gérard Raymond est le vice-président du Health Data Hub, et des agences, opérateurs autorités publiques indépendantes qui peuvent être à la fois à l'origine de données ou les utiliser, et enfin les industriels qui également peuvent être producteurs ou utilisateurs des données de santé. Donc, les missions du Health Data Hub, on peut les résumer autour de 4 axes. Donc, déjà, il y a une mission qui est celle d'un guichet unique, plutôt administratif, à l'instar de l'Institut national des données de santé, pour ceux qui le connaissent, qui a été créé en 2016 et qui avait déjà ce rôle en réalité de guichet. Donc, en fait, le Health Data Hub émane de la transformation de l'INDS. On a repris les équipes de l'INDS, mais l'INDS, c'était un institut d'une dizaine de personnes seulement qui accompagnait les porteurs de projets sur la partie réglementaire. Donc, ce n'est pas du tout anecdotique parce que pour accéder aux données de santé en France, il faut respecter un certain nombre de démarches. Il faut monter un projet, expliquer ce qu'on veut faire. Voilà, vous voulez faire un modèle de réhospitalisation. Vous allez expliquer l'intérêt de ce modèle pour améliorer la qualité des soins ou accompagner les patients, vraiment faire ressortir la finalité d'intérêt public. Vous allez expliquer la méthode que vous allez mettre en œuvre et puis vous allez expliquer pourquoi vous avez besoin d'accéder à un certain périmètre de données. Vous avez ensuite un comité éthique et scientifique national qui va regarder votre dossier, qui va essayer d'établir si votre méthodologie elle est cohérente, si les données auxquelles vous demandez accès elles sont légitimes et si la finalité est effectivement d'intérêt public. Nous, Health Data Hub, on assure le secrétariat de ce comité, mais le comité est indépendant de nous. Et lui va rendre son avis indépendamment du hub, donc il va dire s'il émet un avis favorable, défavorable ou favorable avec recommandation par exemple. Nous, ensuite, on transmet le dossier du porteur de projet à la CNIL, si jamais l'avis est favorable du CESRES. Et la CNIL est la seule autorité habilitée à autoriser un accès aux données. Ce n'est pas du tout le hub qui va décider si un projet accède ou non aux données qu'il héberge, c'est la CNIL. Donc, une fois que la CNIL a donné son autorisation au porteur de projet, le porteur de projet peut continuer sa vie de porteur de projet indépendamment du hub. C'est-à-dire que s'il a déjà un partenariat avec un acteur qui met à disposition les données, il n'aura peut-être plus besoin d'interagir avec le hub. En revanche, ce qu'on a souhaité faire avec le Health Data Hub par rapport à l'INDS, c'est développer une offre technologique pour pouvoir mettre à disposition les données des porteurs de projets autorisés dans une plateforme à l'état de l'art pour tous les acteurs qui aujourd'hui ne disposent pas des ressources technologiques pour faire les traitements ou qui n'arrivent pas à accéder aux données. Et ce qui ressortait de la mission de préfiguration, c'est que ça concernait quand même un nombre important d'acteurs. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'écosystème, c'est que vous voulez monter un projet à partir des données de santé. La première chose que vous allez faire, c'est monter une infrastructure technologique pour réceptionner ces données de manière sécurisée. On voit bien que ça, ce n'est pas du tout scalable. Ça va prendre beaucoup de temps. Chaque startup ne peut pas monter son infra. Donc, l'idée du hub, c'est de mutualiser cet investissement dans une infrastructure à très haut niveau de sécurité. On travaille avec l'ANSSI depuis le démarrage. On a investi quand même des montants conséquents dans cette infra. Et on voit bien que chaque établissement de santé ou chaque partenaire, laboratoire de recherche, start-up ne va pas pouvoir investir ces moyens-là. Donc, ça ne veut pas du tout dire que c'est un point unique de traitement des données de santé, mais c'est une offre technologique qui va répondre à des besoins qui sont aujourd'hui non couverts, en particulier, j'y reviendrai, pour des questions de cas d'usage data science qui ont des exigences un peu particulières en matière de technologie. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver comme données disponibles dans la plateforme du hub ? Bon, vous ne pourrez pas trouver toutes les données de santé du pays, évidemment, parce que ce ne serait pas possible de réunir ces données-là. Ça ne ferait pas beaucoup de sens, ni sur le plan technique, ni financier, ni scientifique. Donc, on a imaginé un concept de catalogue de données, donc une collection de bases qui sont identifiées comme prioritaires à partager dans la plateforme par des experts, donc à la fois des stratégies ministérielles de priorité, mais aussi des conseils scientifiques ou des utilisateurs qui vont dire non, on aimerait absolument qu'il y ait une base d'IRM d'au moins 10 000 IRM pour développer tel type de cas d'usage.
Enfin, dernière mission du Hub qui pourrait paraître anecdotique mais qui ne l'est pas, c'est une mission d'animation de l'écosystème. Donc, on organise des événements, j'y reviendrai, dans le but de diffuser, de vulgariser les enjeux relatifs à la réutilisation des données de santé. C'est quand même un sujet qui reste très pointu aujourd'hui et qui mériterait d'être beaucoup plus connu et il faut qu'on attire de plus en plus d'équipes de recherche pour développer tous les cas d'usage de demain. Donc, le Health Data Hub est parfois confondu avec le SNDS. Donc, le Health Data Hub, c'est la structure, comme je vous le disais. Le SNDS, c'est une base de données. Donc, le SNDS, qu'on va aujourd'hui qualifier d'historique, c'est, pour faire simple, la base de données de l'assurance maladie, donc avec toutes les feuilles de soins qui remontent dans une base de recherche, qui sont déidentifiées, bien sûr, et qui sont chaînées aussi avec les données de la facturation hospitalière, le PMSI, et les causes médicales de décès. Et donc, ces données-là peuvent être traitées ensemble sur des périmètres d'autorisation de la CNIL, mais avec les données chaînées. C'est des données qui sont déjà qui étaient déjà accessibles avant la création du Hub. On n'a pas attendu le Hub pour traiter le SNDS. Certains des flux, d'ailleurs, sont traités depuis des dizaines d'années. Mais en tout cas, la base SNDS, dans son caractère centralisé, a été créée en 2016 et est disponible sur un portail de l'assurance maladie. L'idée du Health Data Hub et de la loi Organisation et transformation du système de santé de 2019, c'est d'aller beaucoup plus loin que cette base-là, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle porte sur l'ensemble de la population française. Et ça, c'est relativement inédit pour un pays de cette taille-là, même à l'échelle internationale. En revanche, il manque quand même un certain nombre d'éléments intéressants dans cette base. Il n'y a pas du tout de données cliniques type scanner, résultats d'analyse biologique, etc. Et l'idée, ce serait au niveau du Health Data Hub, ou en tout cas dans le concept du SNDS élargi, d'avoir accès à davantage de données de cette nature. Ce qu'on ne va pas être capable de faire, c'est de compléter la base nationale avec ces données cliniques, parce que ça reviendrait à créer des flux absolument partout sur le territoire pour remonter des données d'analyse biologique ou de scanner, etc. Et ça, ce ne sera pas techniquement faisable. D'où l'idée d'avoir un catalogue avec des bases de données d'intérêt, par exemple une cohorte Alzheimer, une cohorte sur le sarcome, qui est un cancer rare, des registres cancer, des entrepôts de données hospitaliers, et de chaîner, donc d'enrichir ces sources-là de données avec les données de l'assurance maladie pour développer leur capacité à être réutilisées, pour avoir des visions en parcours de soins, c'est-à-dire que vous aurez des données très fines sur un événement donné, par exemple des données avant une opération chirurgicale et après, mais vous aurez les données de l'assurance maladie en plus pour regarder les antécédents médicaux du patient ou suivre la santé de la personne dans le temps. Même si les données ne sont pas aussi fines que celles que vous avez dans le registre, vous aurez quand même plein d'informations utiles pour élaborer des cas d'usage de recherche. Donc, ces données-là qui composeraient le catalogue, elles ne sont pas pour autant en open data. Ce n'est pas parce qu'on crée ce catalogue, qu'on élargit le SNDS que l'accès, lui, change. On aura toujours cette réglementation française avec ces garde-fous au regard de la sensibilité des données qui fait que vous devrez monter un dossier, expliquer ce que vous voulez faire, passer devant le comité scientifique et éthique et devant la CNIL. En revanche, vous allez avoir une certaine visibilité sur les données qui sont disponibles au catalogue, sur leur contenu, sur le fait qu'elles sont chaînées, donc encore plus intéressantes, sur les temps d'accès aux données, etc. Aujourd'hui, ce catalogue, il n'est pas encore en place parce que même si la loi a été votée en juillet 2019, il nous manque encore des textes, il nous manque encore un décret qui va être pris dans les prochaines semaines et qui institue le Health Data Hub en tant que responsable de traitement du SNDS historique et du catalogue. Sauf que, entre-temps, la crise sanitaire a eu lieu et du coup, le gouvernement a pris un arrêté qui permet de préfigurer ce catalogue sur le périmètre des données relatives à l'épidémie, ce qui nous a permis de réunir des premières données relatives à l'épidémie, notamment les données de Santé publique France sur les résumés de passage aux urgences, les données de la CNAM sur le SNDS, mais liées aux patients hospitalisés pour Covid. Et on est en train de récupérer les données du système d'information civique qui a permis de comptabiliser les hospitalisations pour Covid pendant tout le début de la crise notamment, et les données CIDEP
qui vont être chaînées aux données de l'assurance maladie et qui sont les données de dépistage avec les résultats de tests PCR. Dans le futur, il y aura aussi un système d'information avec des données relatives à la vaccination qui pourront être extrêmement intéressantes une fois chaînées avec les données CIDEP et les données du SNDS. Bon, on a quelques autres bases avec lesquelles on est en train de discuter, mais je ne vais pas toutes vous les citer. Hors Covid, on n'a évidemment pas attendu la publication du décret pour commencer à travailler sur le catalogue, parce que comme vous pouvez l'imaginer, ce catalogue, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, je pense, au niveau du hub. L'offre technologique pour les projets, elle est évidemment intéressante, mais être en capacité de réunir des bases en grand intérêt au même endroit et de les chaîner, c'est ça que je pense qui va être le game changer pour le Health Data Hub. Donc, on discute avec des porteurs de bases, une vingtaine à peu près. Donc, on discute avec des porteurs de cohortes, d'entrepôts de données de santé, de registres, de bases de suivi, comme la base nationale des maladies rares, comme l'entrepôt ESME d'Unicancer, comme la cohorte sur la santé des étudiants iShare. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais vous pourrez consulter les slides après évidemment cette présentation. Et donc, cette liste du catalogue, donc vous l'avez compris, on pourra transférer de manière effective les données dans la plateforme seulement après la publication du décret. Il nous faudra aussi une dernière étape qui est la publication de l'arrêté qui va porter cette liste de bases. Comme c'est un arrêté, c'est quelque chose d'assez facile à faire évoluer comme texte. Donc, on pourra le mettre à jour tous les 6 mois ou tous les ans. Il faudra voir à quel rythme c'est pertinent pour enrichir ce catalogue ou peut-être sortir des bases que personne n'utiliserait au final. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, le Health Data Hub, comme cas d'usage qui ne serait pas déjà réalisable par d'autres moyens? Comme je vous le disais, cette offre technologique qu'on a mise en place, elle n'a pas vocation à se substituer à d'autres acteurs qui sont déjà en capacité de mettre à disposition des données, comme l'entrepôt de données de santé de la PHP, par exemple, ou certains entrepôts de cohortes. Il y a 2 choses sur lesquelles le Health Data Hub apporte, à mon sens, une valeur ajoutée pour les projets. La première, c'est le croisement entre les sources de données. Souvent, vous avez des acteurs qui sont bien positionnés pour mettre à disposition leurs propres données, mais pas forcément légitimes à mutualiser des sources ou en capacité de croiser avec d'autres sources de données. Le hub, c'est un peu le tiers. Nous, on n'est pas producteur de données, on n'est pas utilisateur de données, mais on peut prendre les données de A et les données de B pour constituer la base chaînée entre A et B. Ça va être très intéressant pour plein de cas d'usage. Je vous parlais tout à l'heure de la cohorte du sarcome. Donc, c'est une cohorte pour des patients atteints de ce cancer rare. Il y a trop peu de patients pour faire des essais cliniques performants. Donc, du coup, l'objectif de ce projet-là, qui est porté par un centre de lutte contre le cancer, c'est de chaîner la cohorte avec les données de l'assurance maladie pour étudier les parcours de soins de ces patients-là et comparer des prises en charge. Par exemple, comparer si c'est plus efficace de faire une chimiothérapie avant ou après une chirurgie. Vous allez aussi pouvoir développer des nouveaux usages, des nouveaux logiciels. On a un des projets qui est le plus avancé de nos projets pilotes, qui est porté par la startup Implicity, qui vise à développer un outil d'alerte pour des professionnels de santé à partir des données de dispositifs médicaux connectés, de pacemakers connectés. L'idée, c'est de prévenir les crises d'insuffisance cardiaque en regardant le comportement des données produites par le pacemaker. Donc, eux, ils monitorent déjà les données du pacemaker, mais ce qu'ils aimeraient savoir, c'est à quel moment il y a des signaux faibles dans les données de pacemaker qui annoncent une crise d'insuffisance cardiaque. Et pour ça, ils vont corréler les données des signaux avec les données de l'assurance maladie et notamment d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et en essayant de créer un algorithme qui va permettre de détecter quand le comportement du signal annonce la crise d'insuffisance cardiaque. Ça leur permettra de développer cette capacité à notifier le professionnel de santé. Et comme ça, si on identifie une alerte à partir des données de pacemaker, le professionnel de santé pourra être alerté sur le fait que l'état de santé de son patient est en train de se dégrader avant que le patient se retrouve aux urgences. Donc ça, c'est des cas d'usage, notamment à partir des dispositifs médicaux, qui, à mon sens, vont se développer énormément. Autre type de problématique sur lequel, à mon sens, le Health Data Hub apporte vraiment quelque chose, c'est la capacité de mobiliser d'importantes ressources de stockage et de calcul.
Aujourd'hui, on a certains projets qui se tournent vers nous parce qu'ils ne sont pas faisables ailleurs, comme par exemple un des projets qu'on a sélectionné dans le deuxième appel à projet qui vise à faire un outil de dépistage, d'aide au diagnostic pour le cancer de la prostate à partir de 10 000 IRM, sur lesquels ils veulent faire de l'apprentissage de réseaux de neurones. Ils ont 5 établissements de santé partenaires, mais aucun de ces établissements de santé n'est capable de leur offrir l'infrastructure qui permet de traiter une telle volumétrie de données au même endroit. Donc ça, c'est vraiment ce que le Health Data Hub peut apporter sur ce type de projet-là. Donc en 2020, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à cette ambition que j'ai un petit peu décrite? On a quand même réussi à franchir quelques premiers jalons. On accompagne aujourd'hui une quarantaine de projets avec 2 appels à projets qui nous ont permis de sélectionner 2 fois 10 projets, des projets plus institutionnels et des projets relatifs à l'épidémie. Il y a 8 de ces 40 projets ont déjà été autorisés par la CNIL, donc on voit qu'on commence à sortir de la phase un peu réglementaire qui est un peu complexe pour la plupart des projets et qu'on va être dans une phase en 2021 de traitement des données sur la plateforme qui nous enthousiasme beaucoup parce qu'on veut voir ce que ça va vraiment donner tous ces cas d'usage dans la pratique. On discute avec une vingtaine de partenaires pressentis pour le catalogue, comme je vous le disais à l'instant. On a créé la structure, donc on est en train de la faire grandir. Aujourd'hui, on est une 50aine de collaborateurs et il nous manque encore une bonne vingtaine de personnes pour déjà avoir la première cible qu'on a imaginée pour le hub. On a mis en production une première version de la plateforme et on l'a déjà mise à jour une fois. Et on a organisé un certain nombre d'événements d'animation d'écosystèmes, donc notamment un colloque données de santé et intelligence collective qu'on organise avec la DNS, donc au ministère, et Olivier Clatz du Grand Défi améliorer les diagnostics avec l'intelligence artificielle. C'est un colloque qu'on avait déjà fait une première fois un an avant et qu'on va certainement rééditer chaque année, dont l'idée est de présenter des bénéfices concrets de la réutilisation des données de santé. Donc, on a fait intervenir des médecins, des associations de patients, des chercheurs, et l'idée, c'est vraiment de vulgariser l'intérêt d'accéder à des données de santé pour la recherche. On a aussi organisé une école d'hiver. Donc là, l'auditoire était un peu plus pointu. C'était plutôt à destination des utilisateurs eux-mêmes, avec des cours d'IA et de santé donnés par des intervenants de renommée internationale. Donc, c'était très, très intéressant de pouvoir attirer plus de 350 personnes qui ont suivi cette école d'hiver complètement virtuelle, alors qu'on est quand même sur un sujet extrêmement pointu aujourd'hui encore. On a enfin une initiative que j'ai beaucoup appréciée qui était un data challenge avec la Société française de pathologie. Donc là, l'ambition, c'était d'organiser un challenge type Kaggle, pour ceux qui connaissent, donc des challenges de machine learning, où en gros, vous mettez à disposition une base de données pendant quelques mois. Donc là, c'était 2 mois à peu près. Et les compétiteurs qui s'inscrivent peuvent entraîner des algorithmes et ces algorithmes sont évalués avec un score objectif et les participants sont classés dans un leaderboard avec une petite récompense pour le meilleur participant, mais on n'est pas sur des montants très, très impressionnants à la fin. Et donc, on a travaillé avec la Société française de pathologie pour élaborer le challenge, donc définir une question médicale d'intérêt. Donc, il s'agissait d'identifier des lésions cancéreuses sur des biopsies du col de l'utérus. Et ensuite, créer la base. Donc, on a une base de 4 à 5 000 lames de biopsie virtuelles. Donc, il a fallu numériser les lames. Avant ça, bien sûr, les anonymiser, les labelliser et pour certaines, rajouter la présence des tumeurs, parce qu'il fallait quand même avoir quelques lames avec la vérité pour mesurer si les algorithmes arrivaient à retrouver correctement les niveaux de gravité des lésions. Et ça a très bien marché puisqu'on a eu plus de 500 candidats, participants au niveau international avec la société Tribun qui a remporté ce Data Challenge avec un score tout à fait intéressant puisque vu le peu de temps qu'ils avaient pour faire l'apprentissage de leur algorithme, on n'était pas certain d'avoir des résultats scientifiquement intéressants. Donc, on a l'ambition d'ouvrir les données complètement parce qu'elles sont anonymisées, donc elles peuvent vraiment être mises en open data pour participer à un mouvement d'ouverture des données qui est largement insuffisant aujourd'hui en France. Et on a aussi encouragé les lauréats
à ouvrir leurs algorithmes, pareil dans une démarche open source qu'on promeut systématiquement au niveau du Health Data Hub. Donc pour 2021, on a un certain nombre de priorités qui ont été élaborées avec nos membres. Donc déjà, c'est industrialiser l'accompagnement des projets de bout en bout. On voit encore aujourd'hui que chaque projet a ses spécificités, que c'est assez compliqué de les cadrer, de les accompagner dans les différentes étapes. Et si on veut passer à l'échelle, si on veut demain accompagner des centaines de projets en parallèle, il faut qu'on soit capable d'industrialiser au maximum chaque étape. Donc ça nécessite encore un gros travail, notamment sur la partie chaînage, où on voit que on est à la frontière de la recherche, même pour faire juste le rapprochement de deux sources de données quand on n'a pas d'identifiant commun. Poursuivre la structuration interne du hub, je vous l'ai dit, on est tout récent. Élaborer des partenariats stratégiques avec les acteurs clés de l'écosystème. On travaille main dans la main déjà aujourd'hui, bien sûr, avec l'assurance maladie, mais il faudrait qu'on soit capable d'avoir des partenariats stratégiques avec l'INSERM autour des grandes cohortes de recherche. Aujourd'hui, on discute avec les premières cohortes pilotes, mais il faudra avoir une vision stratégique à moyen terme. Et les établissements de santé, avec notamment un partenariat en cours de discussion avec Unicancer pour créer une base en oncologie multicentrique qui pourrait être connectée au Health Data Hub, notamment pour être chaînée aux données de l'assurance maladie et réutilisée dans la plateforme technologique. Donc, c'est un partenariat extrêmement stratégique pour nous qu'on devrait être en capacité de monter là dans les prochains mois. On continue bien sûr nos travaux sur l'infrastructure technologique, j'y reviendrai un peu plus loin, et pareil, nos travaux sur l'engagement de la société civile. Donc, sur les projets qu'on accompagne aujourd'hui, juste pour vous indiquer que dans les slides, j'en ai mis un certain nombre en exemple. Je vous ai parlé de celui qu'on a avec Implicity, la startup qui chaîne les données des pacemakers connectés avec les données d'assurance maladie. Je peux vous en citer quelques autres pour vous donner une idée. Dans les projets qui ont bien avancé, on a le projet HugoShare qui a été autorisé par la CNIL. C'est un projet sur lequel est mobilisé Marc Cudja. Typiquement, l'idée, c'est de montrer, d'étudier les interactions médicamenteuses susceptibles de provoquer des effets indésirables. Mais la base clinique qui va être mobilisée, elle est créée à partir du partage de 6 établissements de santé. Donc, c'est vraiment une initiative très intéressante de partage déjà de données entre établissements de santé, avec l'idée de chaîner aux données d'assurance maladie. Et vous avez peut-être vu que le regroupement Hugo, qui porte la fédération de ces 6 établissements, a annoncé la création de sa plateforme interrégionale West Data Hub. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de montrer l'articulation entre les initiatives locales et l'initiative nationale. On va aussi avoir un projet qui est bien avancé avec la PHP et l'INSERM qui s'appelle Bactub, où l'idée, c'est de s'intéresser à la survenue des bactériémies à bactéries résistantes. C'est un projet autour de l'antibiorésistance. Donc, c'est un sujet de santé publique majeur. Et on a mis à disposition, là, pendant un an, ça fait déjà quasiment un an, 2 ingénieurs au niveau de l'entrepôt de données de santé de la PHP qui contribuent à créer cette base qui va pouvoir être utilisée par la chercheuse dans les prochains mois. Et c'est des bases de données qui sont absolument inédites parce qu'on sort vraiment les données des logiciels, elles sont mises en qualité, elles sont documentées. Donc, c'est des assets qui vont être d'un intérêt énorme pour la recherche future. Je vous donne un 3e exemple et je ne vais évidemment pas tous les citer, mais c'est un autre exemple sur lequel on avance bien. C'est le projet Enhance qui est porté par l'INRIA, où là, l'idée, c'est d'identifier de manière automatique des organes sur des échographies. Et là aussi, on a mis à disposition un ingénieur pour aider à automatiser l'exportation des données des PACS pour pouvoir ensuite faire l'apprentissage des algorithmes dessus. Et donc, on voit aussi que pour l'ensemble de ces projets, il faut avoir accès à des compétences de pointe pour qu'ils soient réalisables. Et donc, l'idée, c'est aussi d'être en capacité d'apporter ces compétences-là aux projets lorsqu'ils n'ont pas 100% du panel de compétences. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse les différents projets. On a aussi mis les projets en lien avec l'épidémie. Je vous ai déjà un petit peu parlé du projet avec HugoShare, donc je ne vais pas y revenir. On a évidemment des partenariats avec pas mal d'acteurs de l'écosystème. Avec la NSM, on travaille beaucoup sur la dimension open source, par exemple. Sur la partie infrastructure, ça vous intéresserait peut-être que je fasse un petit focus et puis j'en terminerai parce que j'ai peut-être été un peu longue
Donc, vous savez qu'il y a eu ces discussions autour notamment de l'hébergement Microsoft. Donc, on est effectivement embarqué dans des discussions qui dépassent très largement le SDATA Hub autour des questions de souveraineté. Est-ce qu'on doit travailler ou non avec des acteurs français sur toute l'offre de services technologiques? Nous, ce qu'on a expliqué, c'est qu'à l'époque où on a choisi la solution début 2019, on a fait un sourcing auprès d'un très grand nombre d'acteurs avec un cahier des charges d'exigences de sécurité, de fonctionnalité et de vitesse d'acquisition des services. Beaucoup d'acteurs français ont été rencontrés dans ce contexte-là, qui n'étaient pas en capacité de répondre à nos besoins à l'époque, en tous les cas, avec tous les niveaux de certification et de sécurité qui étaient nécessaires pour héberger des données de santé. Ce qu'on a choisi de faire, et on l'aurait fait même avec un autre acteur que Microsoft, c'est de concevoir la plateforme en infrastructure programmable. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on automatise au maximum le développement de la plateforme pour pouvoir réutiliser les scripts sur une autre solution demain. Et on fait régulièrement des études de réversibilité. C'est un objectif qui est fixé dans notre feuille de route stratégique, dont tous les membres ont parfaitement conscience. On en a fait une première fin 2019. On l'a actualisé en juin 2020 avec la participation de la DINUM, qui est l'administration experte en la matière, où aujourd'hui, on a encore un certain nombre de besoins non couverts qui sont essentiels pour nous et qui ne sont pas présents dans les solutions françaises. Donc, en 2021, on voit que les choses bougent, qu'au niveau du gouvernement, il y a une nouvelle stratégie du cloud souverain qui est en cours d'élaboration. Donc, ça va permettre d'identifier des solutions souveraines pour organiser une migration le moment venu pour le SDATA Hub. Et puis, nous, de notre côté, on intervient dans des activités européennes, donc notamment de la Commission européenne avec la mise en place de l'espace commun des données de santé. Et dans cette activité, dans cette action conjointe de la Commission européenne, il y a tout un work package sur l'infrastructure. Et au niveau européen, vous pouvez imaginer qu'on se pose exactement les mêmes questions. Donc, il y a le lien à faire avec des projets comme Gaia-X ou sa déclinaison française French Gaia-X Hub, à laquelle on participe pour suivre évidemment tout cela de très près. En conclusion, peut-être juste un focus sur la partie citoyenne, puisque l'embarquement de la société civile sur ces sujets-là est essentiel, surtout en France, où on a quand même une sensibilité particulière à la donnée de santé qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les pays. Donc, nous, on a choisi de créer une direction citoyenne pour vraiment adresser ces sujets-là, pas simplement sous l'angle juridique, comme c'est souvent fait. On a évidemment une direction juridique et un DPD, comme vous pouvez l'imaginer. Mais ce qu'on voudrait faire, c'est organiser à la fois l'écoute de la société civile avec des baromètres, avec des focus group, bien comprendre quel est le réel positionnement de la société civile vis-à-vis du partage des données. On souhaite aussi mettre en place des partenariats concrets, notamment avec les associations de patients, parce qu'il ne s'agit pas que d'informer de la réutilisation des données. Les associations de patients, elles peuvent être actrices de la réutilisation ou du partage des données. Elles en ont et elles seront intéressées par les usages. Tout un enjeu d'information et de vulgarisation. Donc, on travaille sur des outils faciles à lire et à comprendre, de sensibilisation, des vidéos, des outils aussi d'information sur les droits. Et puis, il y a toute une dimension formation où là, on va un peu plus loin encore pour ceux que ça intéresserait avec des formations, notamment au SNDS, très, très simplifiées. C'est des formations qu'on co-construit avec des associations de patients et qui permettent quand même de comprendre un petit peu mieux ce qui se trouve dans ces données. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je n'ai pas vraiment vérifié. Non, merci Stéphanie, c'est parfait. Mais alors évidemment, on a plein de questions. Donc moi, je vais lancer le débat. Une première, là, on est dans un écosystème Digital 113 de start-up qui développe beaucoup d'outils numériques et par définition des algorithmes et aussi qui ont besoin de données. Donc, je suis une start-up comme ça, isolée sur un territoire, entre guillemets. Est-ce que je peux accéder à des données anonymisées du Health Data Hub? Et si oui, comment je m'y prends? Alors, pour le moment, les startups avec qui on travaille sont pour l'essentiel associées à des projets qui ont été sélectionnés dans le cadre d'une procédure, parce que c'est comme ça qu'on a décidé de construire le hub. Mais à terme, le service, lui, il sera ouvert à tous, sans sélection particulière. Mais au démarrage, avant d'ouvrir à tous un service qui n'était pas terminé, on a vraiment choisi de travailler avec des équipes pilotes, donc avec l'esprit que c'est avec elles qu'on va construire le service et que du coup, il ne sera pas
parfait dès le premier coup. Donc là, les premières startups avec qui on travaille, par exemple, elles nous aident à concevoir ce qu'on appelle l'espace projet, dans lequel vont travailler les acteurs pour savoir de quels outils ils ont besoin en priorité, par exemple. Les seuls services qui sont plus largement ouverts sans appel à projet, c'est pour les projets relatifs à l'épidémie, puisque là-dessus, évidemment, on a envie de pouvoir rendre le service le plus complet possible dès maintenant, mais avec les limites que notre plateforme, elle est encore récente, donc elle ne peut pas répondre à absolument tous les besoins dès aujourd'hui, mais les 10 projets qui sont venus toquer à notre porte, entre guillemets, et qui sont relatifs à l'épidémie, sont d'office acceptés dès lors qu'ils ont l'autorisation de la CNIL, bien sûr. Donc, il y a ces deux portes d'entrée pour le moment, les appels à projets ou bien les projets relatifs à l'épidémie. Et d'ici la fin de l'année, j'espère, on ouvre nos services de manière plus large à l'ensemble des projets habilités à traiter des données de santé. OK. Donc, je propose qu'on passe aux questions plus largement. Sinon, j'en ai une ou deux autres supplémentaires. Qui veut prendre la parole? Jean-Louis, Jean-Marc. Oui, Jean-Marc, on t'écoute. Moi, j'avais une question, alors plus pour Alexis et Patrice, hein, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon. Donc, Alexis et Patrice, vous m'entendez? C'est bon? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'avais une question par rapport à vous. Puisque vous êtes certifié sur les activités de 1 à 6, alors c'est plus une question qui va nous concerner, nous, dans notre activité, hein, mais est-ce que, par exemple, vous pouvez faire de l'infogérance, donc de l'exploitation, c'est l'activité 5, hein, si je ne dis pas de bêtises, pour des sociétés, mais qui sont hébergées chez un autre hébergeur de données de santé, par exemple? Excusez-nous, on n'a pas entendu toute la question. Je vais la refaire, hein, Alexis. Donc, vous êtes certifié pour les activités de 1 à 6. Oui. D'accord. Est-ce que, par exemple, vous faites de l'infogérance pour des solutions qui sont hébergées, mais chez un autre hébergeur de données de santé? C'est-à-dire, si je suis chez un autre qui lui est certifié de 1 à 4, par exemple, qui n'est pas certifié de 5 à 6, est-ce que vous pouvez assurer des prestations de type 5, infogérance, par exemple, donc pour infogérer une application qui serait hébergée chez un autre hébergeur? Alors, aujourd'hui, on infogère déjà au sein d'un certain nombre d'établissements hospitaliers ou de GHT les systèmes que eux hébergent. Oui. On le fait principalement donc, sur des applications ou des composants applicatifs qui sont diffusés, maîtrisés par l'ensemble de nos collaborateurs. Mais c'est déjà quelque chose que nous réalisons aujourd'hui. D'accord. Bon, je vais prendre vos coordonnées. On transmettra notre support à Jean-Louis. Oui, qu'on vous répercutera. À la fin avec nos coordonnées qu'il faut qu'on rajoute. Oui, l'idée, c'est de vous vous expliquer, voilà, expliquer un peu plus dans le détail quelle est l'activité, voilà. Merci. Grégoire, une question, je crois. Après, moi, j'avais d'autres éléments. J'ai une question pour Stéphanie, moi. Alors, merci à tous les intervenants. Stéphanie, j'ai une question sur la dimension européenne de la réflexion. Est-ce qu'il y a déjà des projets pilotes internationaux ou binationaux à l'échelle européenne? Et est-ce qu'il y a des appels à projets qui vont être émis bientôt dans cette direction? Juste pour avoir quelques... Alors, je vais répondre à la fois un oui franc et en même temps, ce ne sera pas très précis parce qu'il se trouve que donc, côté DG Santé, au niveau de la Commission européenne, dans le cadre de l'action conjointe à laquelle on participe, il y a le lancement d'un pilote. Et il se trouve que, au moment que cet après-midi à 14h, il y a une réunion sur ce pilote. Donc, je ne sais pas vous dire pour le moment comment ça va s'organiser, mais en tous les cas, il y a une belle opportunité. Donc, on va y réfléchir côté SDataHub sur comment on peut participer à ce pilote-là en fonction de son design. Et on n'est pas du tout obligé d'y participer seul. Hein. Donc, nous, on est en chef de file pour la France, mais l'idée, c'est aussi d'identifier des acteurs sur le territoire que ça pourrait intéresser et qui seraient compatibles avec le pilote. Et côté DG Connect, qui est notre direction de la Commission européenne, il y a aussi une réflexion sur les espaces de données de santé et ce n'est pas tout à fait bien articulé. Donc, on a les mêmes problèmes d'articulation administrative au niveau européen qu'on peut avoir au niveau national, où eux, ils vont organiser probablement des appels à projets sur des thématiques. Et de ce qu'on a compris, il y aurait une thématique autour de la génomique et une autour du cancer, mais on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Donc ça, ce sera probablement pas avant quelques mois, le temps que ça se clarifie.
Effectivement, je pense qu'il y aura des opportunités de subventions sur ces sujets-là et la Commission européenne a l'air très dynamique sur toutes ces questions. Merci. D'autres questions? Oui, Jean-Louis, encore Jean-Marc. Vas-y, Jean-Marc. Ouais, tiens, ça tombe bien parce que j'avais une question par rapport à Stéphanie qui vient d'intervenir. Dans le cadre des projets aujourd'hui, vous n'avez pas parlé, par exemple, c'est vrai qu'on est très dans le domaine de la santé, mais aujourd'hui, on a beaucoup de thématiques aussi sur la cybersécurité des données de santé, parce que c'est l'actualité. Hein, toutes les semaines, on voit qu'il y a des fuites de données sur les données de santé. Mais dans le cadre du projet sur le Data Health, par exemple, est-ce que vous avez une thématique propre à la cybersécurité ou est-ce que c'est prévu à terme pour avoir ce sujet-là? Oui, évidemment, c'est un chantier majeur pour nous et dès la mission de préfiguration, on a commencé à avoir des interactions avec l'ANSSI et ensuite, de manière très opérationnelle, depuis le printemps 2019, on travaille avec l'ANSSI, c'est-à-dire qu'on fait des points de suivi avec eux très régulièrement. Ils sont invités à nos stratégies d'homologation et on se met d'accord avec eux sur des plans d'action. Ils nous aident à cadrer les audits de sécurité qu'on organise, donc les scénarios de cyberattaque qu'on fait subir à la plateforme avant des mises à jour. Et là, au moment où je vous parle, ils sont en train eux-mêmes de réaliser un audit de sécurité sur la plateforme. Donc, on a la chance, parce que je ne pense pas qu'ils pourraient passer autant de temps avec tous les acteurs, de travailler vraiment avec eux, avec leurs équipes techniques d'architecture, de sécurité, etc. Et c'est vrai que pour nous, ça représente un chantier considérable. Avec toute une réflexion sur l'architecture, les différents prestataires auxquels on fait appel, parce que c'est pas de l'hébergement. Alors, je dis pas que l'hébergement simple, entre guillemets, de données hospitalières, c'est plus facile, mais en tous les cas, nous, on est sur une problématique de plateforme data science avec des bureaux virtuels mis à disposition des acteurs, etc. Donc, il y a tout un tas de modules à intégrer ensemble avec beaucoup de services de cybersécurité. Dont on a choisi parfois de les externaliser à Microsoft, parfois elles sont fournies par Microsoft et ça nous occupe vraiment une grande partie du temps et même financièrement des ressources assez importantes. Donc effectivement, on voit bien particulièrement ces dernières semaines que l'enjeu n'est pas du tout neutre par rapport à ça. Et il va falloir, vous avez vu qu'il y a un plan de relance cybersécurité, donc c'est un enjeu qui est très bien identifié avec des financements associés, mais j'imagine que côté santé, il doit y avoir beaucoup d'établissements qui prennent conscience peut-être de manière plus forte encore de ces enjeux-là que précédemment. Ben, moi, je pense que concernant la cybersécurité, pour en dire deux mots, outre les deux exemples récents de problèmes dans des hôpitaux français et celui qu'on a connu dans la presse il y a 2 jours avec des fuites de données massives qui venaient de laboratoires de biologie avec un opérateur qui s'appelle Dédalus. Moi, je pense que quand on a vu la présentation, la première présentation, on voit bien que la sécurité de la donnée, bon, c'est un enjeu majeur, bien sûr, pour la confiance des citoyens, notamment, parce que là, ça va jusqu'au piratage des mots de passe, enfin, c'est assez conséquent. Mais je pense qu'on peut en dire aussi que c'est une chaîne qui va du stockage jusqu'au transfert, jusqu'à l'exploitation, et qu'on ne peut qu'encourager l'ensemble des acteurs de la santé, y compris les établissements de santé, les professionnels de santé et les patients, à appliquer toutes les technologies sécurisées dont le SIL-PC nous parlait tout à l'heure, parce que, évidemment, on voit bien qu'on a à notre disposition tout ce qu'il faut pour que tout ça marche, sauf qu'on n'est encore pas aujourd'hui, et c'est normal, hein, complètement au niveau. Et je crois que la DNS et un certain nombre d'autres acteurs en plaident pour justement faire monter ce niveau de compétences et de sécurité au travers de la cybersécurité. Oui, je suis d'accord avec toi, Jean-Louis. Hein, c'est-à-dire qu'il faut rappeler aussi un point qui avait été rappelé par le patron de l'ANSSI. Hein, on est tous connectés. Ça va du patient oui, jusqu'à celui qui stocke la donnée, quoi. Donc, c'est toute une chaîne. Et la chaîne, comme tu as parlé des laboratoires, hein, on l'a bien vu, hein, ce cas récent, c'est pas les hôpitaux, quoi. C'est des labos, quoi. non, mais bien sûr. Voilà.
Sur la partie Health Data Hub et interaction, je voulais souligner les interactions du Health Data Hub avec les territoires. 2 exemples avec le territoire d'Occitanie, que je connais moi en tout cas, mais il y en a peut-être d'autres. Un avec Occitanie Data, puisque je sais que Stéphanie Combe discute assez régulièrement avec Bertrand Montubert, qui est le président d'Occitanie Data, qui va changer de nom bientôt et d'ailleurs qui interviendra sous la houlette de Grégoire le mois prochain à cette même table. Et une deuxième collaboration avec une association qui a vu le jour en Occitanie, qui est nationale, qui s'appelle Tous Partenaires Covid et qui traite du Covid long. C'est aujourd'hui une base de données importante puisque donc moi j'en suis acteur de cette association. On a 3000 personnes qui répondent aux questionnaires régulièrement de Covid long. Et du coup, évidemment, il y a un site internet de cette association et tout ce qui va bien. Mais à un moment donné, on arrive à un niveau de données extrêmement importante. Et là, l'association s'est retournée vers le Health Data Hub de manière à, premièrement, créer des collaborations et, deuxièmement, aller chercher des conseils avant de discuter plus avant avec la CNIL. Et je dois remercier Stéphanie parce que là, c'est un vrai exemple de collaboration entre une association de patients régionale et le Health Data Hub avec un accompagnement spécifique sur qu'est-ce qu'on doit faire en termes de base de données et surtout ce qu'on ne doit pas faire. Donc, c'est vrai qu'il y a un ancrage territorial extrêmement important et efficace. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Eh bien, écoutez… Ah, pardon. On t'entend pas bien, Daniel. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez mieux ou Oui, c'est bien. Oui, pardon. Merci pour ces 2 interventions très intéressantes. J'avais une question par rapport à Stéphanie. Vous avez dit dans les dernières diapositives l'importance des différents acteurs, et notamment de la société civile. Est-ce que vous travaillez avec des Living Labs ou le Forum national dirigé par Robert Picard, justement dans ces approches, comment impliquer les utilisateurs finaux, que ce soit les patients, les citoyens ou les professionnels de santé? Alors, j'ai la chance d'échanger assez souvent avec Robert Picard. On a été associé à une démarche, mais je ne sais pas si elle est portée par, comme je sais qu'il a beaucoup d'activités, je ne sais pas si elle est portée par le Living Lab, mais autour d'une plateforme qui s'appelle CML, où l'idée est, de ma compréhension, de mettre en visibilité tous les services des institutions ou des acteurs sur le cycle de vie de certains projets, et là notamment sur les dispositifs médicaux. Et donc, nous, on intervient pour alimenter tout ce que nous, on peut apporter dans le cycle de vie d'un projet qui implique des données de santé, bien évidemment, pour des acteurs du dispositif médical, notamment connectés. Mais peut-être qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire que je n'ai pas encore identifiées avec lui. Oui, je pense que ce serait intéressant de peut-être faire une session de travail, justement, comment le Health Data Hub et le Forum des Living Labs pourraient interagir et qu'est-ce que ça pourrait apporter, disons, des données et aussi de voir comment ça l'implication dans le quotidien des utilisateurs. Très bien, avec plaisir en tous les cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, je pense que moi, je vais céder la parole à Grégoire qui va clôturer la session en nom propre. Merci vraiment aux CILPC qui sont des gens très sérieux, à Stéphanie Combe du Health Data Hub avec qui c'est toujours un plaisir d'échanger. Merci encore de nous avoir consacré du temps. Grégoire, c'est à toi. Merci à vous tous. Merci beaucoup Jean-Louis. Évidemment, je ne vais pas être long. Je vais remercier évidemment Eurobiomed et puis Digital 113. Les intervenants, le CILPC et puis Stéphanie Combe pour le Health Data Hub. Je ne fais pas de synthèse, mais je retiens quand même un mot-clé pour chacun des intervenants, si vous me permettez. Pour CILPC, j'ai choisi le mot qui est la question de l'intégration, en fait, et de la technicité de ces enjeux d'intégration. Et pour Stéphanie, si ça te va, le mot que je retiens, c'est celui de catalogue. C'est un peu réducteur, mais je pense que du point de vue des startups, que je représente et qui sont nombreuses aujourd'hui, je pense que c'est une opportunité simplement d'avoir connaissance de la richesse de ces données de santé disponibles en France
et puis aussi d'avoir connaissance des cas d'usage qui peuvent être développés, parce que je pense que les deux vont ensemble. Donc voilà, je suis désolé, c'est une synthèse extrêmement réductrice, mais j'avais simplement un concept par intervention. Donc, je remercie encore tous les participants. On était plus d'une trentaine, ce qui, je pense, est pas loin de notre record, Jean-Louis. Oui. Donc, il me semble, hein, ou c'est notre record, même probablement. Donc, et c'est normal parce qu'on voit bien qu'on est là au cœur des enjeux des évolutions du système de santé. Il y a des enjeux pour les entreprises, évidemment, mais il y a surtout des enjeux pour les patients et pour le système de santé lui-même. Donc tout ça, moi je trouve c'est enthousiasmant. On voit bien qu'il y a plein de collaborations, plein de projets qui peuvent se créer. Et n'hésitez pas, donc je m'adresse aux gens qui ont participé aujourd'hui, n'hésitez pas à interagir entre vous évidemment. Et puis je pense qu'on pourra vous transférer les présentations, c'est ça, hein, Oui. Donc on vous les enverra via Digital 113. Donc merci encore à tous. Voilà. Bon après-midi. Merci À la prochaine. beaucoup à tous. Au À la revoir. prochaine. Bon après-midi à tous. Merci à Merci, tous. au revoir. Bon après-midi. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir.